la chaîne respiratoire. Donc, cette chaîne respiratoire, je vais revenir du coup dessus. C'est la diapositive 55 de mon diaporama. Cette chaîne respiratoire, je vous rappelle qu'on avait fait ça le vendredi juste avant le confinement. On voit que le donneur d'électrons est ici en fait, ils peuvent être deux, soit le NADH+, soit le succinate. Dans les deux cas, ils vont subir une oxydation. NADH+ donne NAD+, et succinate donne fumarate. Et à ce moment-là, des électrons sont envoyés finalement dans la chaîne photosynthétique. Alors, par exemple, si je prends le premier site d'entrée des électrons, NADH+ donne NAD+, oxydation, et ben ça va en fait réduire le coenzyme Q en QH2. Et ça va se faire grâce à un gros complexe qui est immobile dans la membrane qui s'appelle le complexe 1. Et on avait calculé le delta Rg de cette oxydoréduction. On avait vu qu'il était important et il permettait de transloquer, finalement de transférer des protons depuis la matrice de la mitochondrie vers l'espace intermembranaire, c'est-à-dire l'espace entre les deux membrane externe et membrane interne de la mitochondrie. Et on voit bien que ce transfert de 4 protons se fait contre le gradient. Donc c'est bien quelque chose qui est endergonique, qui nécessite de l'énergie, et l'énergie est apportée tout simplement par cette oxydoréduction NADH+ plus NAD+, donne, NADH+ plus Q donne NAD+, plus QH2. D'accord? Donc, c'est ce complexe 1 qui est intervenu. Pour le complexe 2, eh ben, le succinate donne le fumarate. En fait, en réalité, il va être associé, cette transformation, c'est une étape du cycle de Krebs, et cette étape du cycle de Krebs, en fait, elle est couplée, donc succinate donne fumarate, en fait, elle est couplée à du FAD qui donne du FADH2. Ça, vous l'avez dans la diapositive. Je vous l'explique ça parce que ça vous permettra, c'est la diapositive 39. La diapositive 39, regardez, succinate donne fumarate, et on a à ce moment-là la réduction de FAD donne FADH2, et puis ensuite on a la suite, et à la fin, on a Q qui donne QH2. Donc là, si je reviens à ma diapositive du coup, où j'étais, c'est-à-dire la diapositive, je l'ai perdue, la diapositive 55, et ben, succinate donne fumarate, et Q donne QH2 grâce au complexe 2. Donc, on a l'oxydation du succinate qui permet du coup la réduction du Q. Là, cette fois-ci, quand on avait calculé le delta Rg, et ben, il était tout petit. Et donc, du coup, c'était une réaction qui était certes spontanée, exergonique, qui libère de l'énergie, mais pas assez pour faire une translocation en fait de protons contre son gradient. Ensuite, j'ai des QH2. Ben, ces QH2, ils vont être oxydés en Q par le complexe 3, ce qui va permettre finalement de réduire le cytochrome C qui a des ions Fe3+, en cytochrome C réduit avec des ions Fe2+. Donc, ce complexe 3, il oxyde QH2 en Q et il réduit le cytochrome C. Alors, on avait vu que ça se faisait par ce qu'on avait appelé un cycle Q qui était en 2 étapes et qui était un peu complexe. Il est normalement à savoir au programme. Pour moi, je pense que les leçons ne sont pas suffisamment et les synthèses ne sont pas assez suffisamment pointues pour que vous puissiez sortir ce cycle Q, mais on ne sait jamais. Donc, comprenez-le. Il faut être capable de l'expliquer. Peut-être que le schéma n'est pas véritablement à apprendre. Je l'ai quand même mis sur le poster puisqu'il est exigé au programme, mais je vois mal comment vous êtes capable de le sortir en 20 ou 25 minutes de préparation lors d'une leçon orale ou avec des synthèses qui sont si larges, avec des sujets si larges que ça, vous aurez du mal à aller à ce niveau de précision. Vous n'aurez pas le temps. Et ben, ce cycle Q, quand on l'observait, eh ben, on pouvait calculer le delta Rg0 et on obtenait aussi une forte libération d'énergie. C'était une transformation qui était spontanée. Et donc, ce complexe 3, qui est lui aussi immobile, qui est un gros complexe comme le complexe 1 et comme le complexe 2, eh ben, il permet de transloquer 4 protons contre leur gradient
hein, électrochimique. J'ai du coup les cytochromes C qui sont réduits. Et ben ce cytochrome C, comme le coenzyme Q, ce sont des petites molécules qui sont mobiles. Hein. Alors le coenzyme Q, il est mobile parce qu'il est complètement hydrophobe, donc il est dans la membrane et il se balade, hein, dans la bicouche de la membrane interne des mitochondries, hein, des crêtes. Et le cytochrome C, lui, c'est une protéine qui est en fait faiblement liée en fait à la membrane, hein, au niveau de sa face non matricielle, donc autrement dit de la face qui est du côté de l'espace intermembranaire, et il peut aussi bouger. Et il va du coup pouvoir amener ces électrons en fait au complexe 4, et donc à ce moment-là, il va être oxydé. Hein, ces ions fer Fe2+ passent en Fe3+, ils perdent des électrons, et les électrons en fait sont transférés via le complexe 4 à l'O2, hein, au dioxygène, qui donne du coup de l'H2O. Hein. Donc l'O2, finalement, c'est l'accepteur final d'électrons. Qui a donné les électrons? Eh ben, c'est le NADH+, ou le succinate. Et qui le reçoit? Eh ben, finalement, c'est H2O. C'est O2, excusez-moi, pour donner H2O. Et ce complexe 3, il est encore libérateur d'énergie suffisamment pour pouvoir transloquer 2H+, hein, au niveau de l'espace intermembranaire. Donc cette chaîne respiratoire, eh ben on voit que finalement au niveau du complexe 1, du complexe 3 et du complexe 4, eh ben on utilise l'énergie chimique, on pourrait même dire électrochimique, hein, de réaction d'oxydoréduction pour envoyer des protons contre leur gradient et donc du coup accumuler de l'énergie osmotique. Donc c'est bien un couplage chimio-osmotique. C'est l'énergie électrochimique des oxydoréductions qui me permet de créer mon gradient de protons, autrement dit d'emmagasiner de l'énergie osmotique, chimio-osmotique, donc ce couplage. À quoi va servir ce gradient? Eh bien, ce gradient, en fait, il est utilisé par l'ATP synthase, hein, les sphères pendunculées, pour justement, selon le modèle qu'on avait étudié dans le grand 1, hein, synthétiser, régénérer de l'ATP, donc de l'ADP plus du PI, hein, vont s'associer pour former de l'ATP. Donc là, ça veut dire que cette ATP synthase, elle exploite de l'énergie osmotique pour faire de l'énergie chimique, hein, pour la convertir en énergie chimique, l'ATP. Donc c'est bien aussi, c'est un couplage, à cette fois-ci, osmochimique. Ces deux couplages, d'ailleurs, donnent lieu à des transformations d'énergie, hein, puisqu'on passe pour le premier couplage de l'énergie électrochimique à de l'énergie osmotique, et dans le deuxième couplage avec l'ATP synthase de l'énergie osmotique à de l'énergie chimique, on peut parler de conversion. Et si je regarde au total, je vois que finalement l'énergie électrochimique qui était finalement dans le NADH+, ou dans le succinate, finissent finalement dans l'ATP. Donc c'est bien un couplage total chimio-chimique, mais ça se fait indirectement, justement, par notamment le gradient de protons. Alors, au sujet de cette membrane, on voit que comme on transloque des protons dans l'espace intermembranaire, ça va générer du coup une acidification de cet espace membranaire, ou au contraire une alcalinisation, hein, de la matrice de la mitochondrie. C'est le cas, regardez, le pH, il est de simplement 8, il est de 8 dans la matrice, alors qu'il n'est que de 7 dans l'espace intermembranaire. On a expédié aussi des charges plus, donc on comprend aussi pourquoi la face de la membrane qui est du côté matrice est chargée négativement, alors que l'autre est chargée positivement. La DDP d'ailleurs est assez importante, elle est de 150 millivolts. Je vous rappelle que la DDP pour la membrane plasmique, c'était 70 millivolts. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Diapositive du coup 56. Alors ce que vous pouvez faire en fait, c'est que sur mon bilan, je vous avais dit que en calculant finalement le delta RG0, on trouvait, si je faisais le calcul total avec le premier site d'entrée des électrons, c'est-à-dire à partir du NADH+, je trouvais une libération d'énergie de moins 220 kJ. Comme il faut 30,5 kJ pour faire un ATP,
et ben 220 moins 30,5, ça fait du 7,2. Hein, donc autrement dit, on devrait du coup régénérer 7 ATP. Mais en réalité, c'est pas le cas parce qu'il y a plein d'intermédiaires. On voit bien qu'il y a plein de transporteurs dans la chaîne, qu'on passe aussi par le gradient de protons. Et du coup, en fait, au lieu de régénérer 7 ATP pour un NADH H+ oxydé par la chaîne, et ben en fait, en réalité, je vous ai mis que le vrai rendement, c'est 3 ATP puisqu'on a transloqué 10 protons et qu'il nous faut à peu près 3 protons pour faire un ATP au niveau de l'ATP synthase. Donc, le gradient de protons qui est créé par l'oxydation du NADH H+, il permet vraiment de régénérer 3 ATP et non pas 7. Si je fais le calcul pour le succinate et le fumarate, et ben à ce moment-là, j'obtiens un delta Rg0 qui est de 152. Alors, d'ailleurs, j'avais fait des diapositives pour vous illustrer ça. C'était la diapositive. Donc là, je commentais la diapositive 52 et là, je vais commenter la diapositive 53. Et ben là, j'ai moins 152 kJ d'énergie libérée. Si je le divise par 30,5 kJ pour la synthèse d'ATP, ça me fait normalement 5 ATP régénérés. Ça devrait être mon bilan. Mais en réalité, comme le transfert est indirect, et si vous regardez, en fait, j'ai transloqué 4 protons au niveau du complexe 3, aucun au niveau du complexe 2. J'ai pas utilisé le complexe 1 si je suis avec le succinate et j'ai transloqué aussi 2 protons au niveau du complexe 4. Ça me fait en tout 6 protons. Il me faut 3 protons pour faire un ATP. Il me faut 3 protons transloqués par l'ATP synthase pour faire un ATP. Ça veut dire que mon rendement réel, en fait, sera de 2 ATP. Donc ça, ces rendements, vous devez les connaître. Il faut être capable de les connaître. Donc, si on régénère un NADH H+, enfin, si on oxyde un NADH H+, et ben, on va, en rendement final, obtenir 3 ATP puisqu'on a transloqué 10 protons et qu'il nous faut 3 protons pour un ATP. Si on a, par contre, oxydé le succinate, et ben, ça permet la translocation de 6 protons et ces 6 protons permettront de régénérer 2 ATP. D'accord? Dernière chose que je voulais vous préciser, c'est la diapositive. On va aller à la diapositive, la dernière diapositive sur la respiration, c'est la chaîne respiratoire, c'est la diapositive 56. Et ben, qui fournit ce NADH+, et ben on voit en fait que c'est la glycolyse qui fournit du NADH+. C'est aussi le cycle de Krebs qui fournit du NADH+, et c'est aussi la bêta-oxydation qui fournit du NADH+. La bêta-oxydation, elle fournit aussi du FADH, elle fournit aussi du FADH2. Et on avait vu tout à l'heure, je vous ai montré dans la diapositive que quand le succinate est transformé en fumarate, et ben dans le complexe 2, du FAD est transformé en FADH2. Et ben en fait, les FADH2 les FADH2 qui sont produits par la bêta-oxydation, ils pourront être utilisés justement via ce complexe 2. Dernière diapositive, c'est la diapositive que vous devez connaître. La diapositive, de toute façon, une des deux. La diapositive, justement, 52. Cette diapositive 52, alors, vous ne devez pas connaître les flèches et vous pouvez éliminer les flèches, mais retenir simplement le transfert là avec les différents acteurs complexe 1, 2, 3, 4, coenzyme Q et cytochrome C. Vous devez connaître au moins ces trois potentiels redox standards, moins 0,32, plus 0,03 et plus 0,82. Et cette diapositive 65, on voit très clairement que les électrons sont transférés du NADH+ ou du succinate vers l'O2, autrement dit vers une molécule qui a un potentiel redox le plus élevé, enfin plus élevé que le succinate et que le NADH+. Donc ça veut dire que en fait le transfert il se fait de façon spontanée et du coup je l'ai mis en rouge. Alors ce diagramme ils sont très très utiles d'un point de vue thermodynamique. Vous voyez bien qu'on renverse leurs données. Tout simplement on sait que les électrons ils vont vers les potentiels redox, vers le couple qui a le potentiel redox en fait le plus élevé. Et donc en renversant du coup leurs données, on a un peu cette idée de chute qui est spontanée, et donc, effectivement, les électrons dans la chaîne respiratoire qui sont transférés du NADH+
ou du succinate vers l'O2, et ben c'est un transfert qui est spontané et qui libère du coup de l'énergie pour créer du coup un gradient de protons et donc in fine régénérer de l'ATP. Est-ce qu'il y a des questions sur cette chaîne respiratoire? Pas de questions. Donc aujourd'hui, vous me travaillez bien la chaîne synthétique. On fera du coup le bilan de cette chaîne photosynthétique demain matin. Et vous essayez bien d'étudier cette chaîne photosynthétique, de comprendre son fonctionnement et après de le mettre en parallèle, de le comparer au fonctionnement de la chaîne respiratoire. Hein, vous verrez qu'il y a des points communs. Hein, et d'ailleurs, je les ai un peu fait émerger dans le bilan sur la chaîne photosynthétique, mais il y a surtout des différences d'un point de vue thermodynamique. Et donc, vous prenez une feuille A3, hein, vous en faites une en collant deux feuilles A4, et vous me reprenez du coup les diapositives que je vous ai demandées, c'est-à-dire la diapositive 82 qui sera le schéma, ce que j'appelle le schéma patate de la chaîne photosynthétique, et vous prenez aussi le diagramme de la diapositive 80 qui est justement le diagramme de thermodynamique et qui permet de montrer, de comprendre comment elle fonctionne en fait cette chaîne photosynthétique. D'accord? Et du coup, je vous dis à demain matin. J'invite les derniers qui ne se sont pas inscrits en binôme au créneau de call Q12 à le faire. Donc, il doit me rester